Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à l'émission Tech et Transmission. Ce soir, Michel Paquin à la barre en remplacement d'Elsa Thanos. Elsa, on t'envoie une grosse dose d'amour, on pense à toi. Mais j'ai le plaisir ce soir d'animer et de recevoir deux femmes merveilleuses de chez Ubisoft. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Première fois à la radio? Oui. Ouais. Ça va bien aller. Donc, ce soir, on parle d'un thème qui touche tout le monde. Dans un environnement qui est très changeant en technologie, on va parler de comment on est capable de pouvoir s'adapter sans perdre le côté humain à travers les technologies. Donc, je reçois deux personnes pour parler de ce sujet-là. Roxane Zaim, qui est Product Director Operation and Transformation, et Doriane Olewicki. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. On va commencer par vous présenter un peu, connaître c'est quoi votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait, puis on va entrer par la suite dans le vif du sujet. Donc, je vais commencer avec toi, Roxane. Parle-moi de ton parcours, ton rôle, dis-moi tout. Super. Merci déjà de nous avoir invités, Michel. C'est génial comme opportunité. Je vais peut-être commencer avec des datas. On va direct dans le sujet. Alors, Ubisoft, c'est quand même un éditeur, un créateur et un distributeur de jeux vidéo. On a plus de 17 500 employés à travers le monde, dont 5 400 au Canada. Ça représente à peu près 30% des effectifs. Et comme on parle des femmes aujourd'hui, on a 24% des talents et des leaders qui sont des femmes. Ah, quand même. Oui. Et on a une légère augmentation par rapport au chiffre de l'année dernière. J'invite les personnes curieuses à regarder le rapport d'impact d'Ubisoft là-dessus. Donc ça, c'était le cadre. Pour ceux qui nous connaissent, on est vraiment les marques fortes qu'on a, c'est Far Cry, Assassin's Creed et Rainbow Six qui sont produits à Montréal. Pour ma part, en fait, j'ai une formation plus en économie. D'où les chiffres. Ah oui. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans différents pays et avec des équipes globales. J'ai travaillé dans différents secteurs, notamment tout ce qui est conseil, banque, assurance et maintenant le secteur des jeux vidéo, toujours dans le domaine de la tech. Et ma spécialité, c'est plus axée sur la gestion de projet, la transformation et la gestion d'équipe. Aujourd'hui, comme tu disais, je suis product director dans un département technologique et pour donner un peu de concret sur ce qu'on fait dans notre département, notre mission c'est d'améliorer la qualité technique des jeux vidéo. Donc pour nos joueurs et nos joueuses qui sont en ligne, ça veut dire avoir moins de crash, moins d'anomalies de bugs dans les jeux et avoir plus de fun dans l'expérience de jeu. Oui, c'est un aspect qui est hyper important aussi dans l'expérience de jouer aux jeux vidéo. Merci beaucoup. Et maintenant à toi, Doriane, si tu peux un peu nous parler de qu'est-ce qui t'a amené à travailler en recherche et développement, puis ce qui t'a attiré aussi dans le domaine technologique. Du coup, moi, j'ai commencé en faisant une formation en software engineering. J'ai étudié en fait en Belgique d'abord, et puis c'est là où je me suis rendu compte à quel point l'informatique, c'était quelque chose de très élégant et il y a beaucoup de logique derrière, donc c'est vraiment ça qui m'a interpellée d'abord. Puis en fait, j'ai fini par faire un doctorat aussi à Queen's University. Et pendant ce doctorat en sciences informatiques, j'ai eu l'opportunité de collaborer avec Ubisoft par Laforge. Laforge, c'est un département de recherche en R&D qui fait la jonction en fait, entre l'industrie et l'académique. Et on travaille sur plein de domaines différents, donc la création de caractères, l'environnement, player safety et d'autres. Mais notamment, on a une partie du département qui travaille aussi sur le software. Puis moi, j'ai rejoint par là. Et à ce moment-là, je trouvais que c'était trop intéressant de voir comment le R&D peut avoir un impact sur les gens, peut avoir un impact sur, dans ce cas-ci, c'est les développeurs, on essaie de les assister comme on peut, et de voir, pouvoir mesurer ça et étudier comment on mesure ces choses. Puis aussi par mon doctorat, c'était de voir un peu comment il y a des communautés de recherche dans tous les domaines différents, de voir comment on contribue en fait à de l'open source, comment les gens interagissent à travers le monde dans ces domaines-là, donc c'est vraiment passionnant. Puis finalement, j'ai gradué en décembre dernier. Puis, félicitations, c'est tout récent. C'est ça. Et donc j'ai rejoint Ubisoft à plein temps et je continue donc dans le département à collaborer avec l'industrie, à travailler avec des étudiants, des professeurs, etc. Et au final, dans tout ça, ça fait 6 ans que je suis à Ubisoft. C'est bien. Je travaille dans ces domaines-là. Puis c'est bien parce qu'on voit que
on a deux parcours complètement différents. Tu sais, on a économiste jusqu'à, mais toi, c'est vraiment le cœur de ton métier. Tu as fait ton doctorat dans ça. Je pense que c'est pas, il faut pas penser qu'on doit avoir un doctorat non plus, mais félicitations. Mais tu vois, c'est quelque chose qui te passionne. Dans la recherche et développement, il doit tellement avoir de choses également là, pour les jeux vidéo, puis justement l'interaction aussi avec les développeurs. Puis on va entrer dans le vif du sujet où on parle de l'adaptabilité au cœur des parcours professionnels. Donc, je vais y aller avec toi. Roxane, tu as un aspect aussi managérial, comme tu parlais, dans ton profil, puis dans ton rôle sur les aspects de la transformation organisationnelle. Comment est-ce que tu accompagnes les équipes dans le changement qui est constant lié avec la nouvelle technologie? Alors, ce qu'il faut savoir déjà, ce qu'on observe dans tous les domaines, dans tous les secteurs d'activité, c'est que l'AI, ça va extrêmement vite. Ouais. Donc, nous, ce qu'on s'est donné comme mot d'ordre chez Ubisoft, c'est vraiment d'être dans la transparence et l'écoute des différents experts qu'on a, qui sont vraiment au taquet, qui lisent tous les articles, qui se tiennent informés. Ça, c'est vraiment le cœur du sujet. On communique beaucoup avec eux et on utilise tous nos experts, tous nos sachants pour après avoir des espaces où ils puissent en fait partager leurs bonnes pratiques, partager les différentes innovations qu'ils observent sur le marché ou on va dire les technologies qui sont à la pointe. Notamment, nous, ce qui est sorti assez récemment, c'est tout ce qui est MCP, protocole, contexte, modèle, contexte, protocole, je vais le faire. Il faut vulgariser, hein, on est grand public ici. Puis, même moi, je suis en technologie, qu'est-ce que c'est? Alors, le problème qu'on a beaucoup avec l'IA, c'est qu'on monte de standards en fait. Et là, on voit des émergences de standards, et c'est pour ça qu'on parle de MCP, c'est tous les connecteurs qui permettent de connecter les applications au modèle IA. Et ça va changer un peu vraiment la façon dont on va utiliser après tous les modèles IA. Ça, c'est vraiment des tendances qu'on suit, nous, et ce qu'on a mis en place aussi dans notre département, en tout cas. Comme vous avez vu, Dorian, elle est extrêmement brillante, donc comment on utilise... On ne dit pas que tu n'es pas brillante. Non, mais comment on utilise maintenant tous ces talents qui sortent des universités, qui ont une forte appétence sur la recherche académique. Comment on fait en sorte qu'on passe du prototypage à l'industrialisation pour pouvoir avoir des cas d'usage concrets demain dans nos technologies. Et on a lancé le collab avec le département de la Forge, on travaille Dorian, pour pouvoir avoir un espace où on peut tester. Parce que si on n'a pas cet espace-là, c'est compliqué de demander à des équipes de dire « Ok, tu vois un concept de marché, une innovation, comment tu l'amènes dans la vie de tous les jours ?» Il faut avoir un cadre, il faut avoir cette appétence à tester et aussi à échouer. C'est aussi ces espaces-là qui nous permettent vraiment d'être dans l'innovation sans impacter notre delivery, la gestion de nos projets, de nos produits qu'on fait actuellement. Ouais, puis ça bouge extrêmement vite. T'sais, on le sait tous, l'intelligence artificielle, même si on n'est pas dans le cœur nécessairement, là, on le voit avec... on entend beaucoup parler, on le voit avec les applications qui sont plus grand public. Puis, tu sais, je me permets une petite question comme ça, soit que vous adorez ou vous détestez quand je fais ça. Donc, je me permets, concrètement, quand vous utilisez, comment ça a changé les façons de procéder pour les développeurs, le prototypage, comme tu parlais, de passer du prototypage à l'industrialisation des jeux vidéo? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont émergents de l'intelligence artificielle? Alors, on va déjà rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que Dorian! le département de la Forge, on travaille Dorian, ça fait plus de 10 ans que ça existe chez Ubisoft, ça fait plus de 10 ans qu'ils prototypent. C'est juste que maintenant, le nouveau sujet à prototyper, c'est l'IA. Ah, ok, je comprends. Donc, il y a quand même un savoir-faire qui est en place chez Ubisoft depuis plusieurs années. Oui. Parce que nous, on en entend parler de façon très proéminente depuis quelques temps, là, mais c'est vrai que ça existe depuis des années. Oui, ce qui est difficile, c'est ce qu'on voit dans l'industrie en général, pour ne pas pointer Ubisoft en particulier, c'est que il y a beaucoup d'effervescence au niveau des sujets liés à l'IA, mais après trouver les use cases qui fonctionnent et pas être dans juste j'utilise ChatGPT pour traduire un mail en anglais, so fine, c'est super, mais maintenant comment on fait pour améliorer la productivité globale, comment on fait pour être plus efficace dans notre livraison d'outils, comment on fait pour repenser comment on va demain construire nos technologies, ça c'est notre histoire. Et c'est pour ça que je regardais le dernier chiffre de Gartner qui était ils ont publié
un rapport là, au mois de juillet, c'était que 40% des entreprises vont décider de complètement annuler des sujets liés à l'agentique, par exemple, parce qu'il n'y a pas de ROI derrière, parce qu'il n'y a pas de réelle valeur business, il y a pas les coûts d'infra sont quand même assez importants. Donc comment on fait tout ça? Donc c'est vraiment c'est un challenge global et aussi comme il y a la mouvance aussi de tout ce qui est green IT, c'est comment on reste tous collectivement responsables et qu'on n'utilise pas de l'IA pour après poser des questions qui n'ont aucun sens, qu'au final qui ne nécessitent pas de tech en soi et qu'on utilise vraiment ses capacités pour des choses qui sont très pointues. Et je pense aussi que tout le truc avec l'IA, c'est que c'est facile de faire un prototype qui fait un truc bien rapidement. Je peux vite montrer un exemple. Mais le faire fonctionner en général et prouver que ça va avoir une réelle impact, c'est là où il y a une grosse question en ce moment et qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire de l'innovation rapide, du prototypage rapide, sans réfléchir à comment l'évaluer et comment voir qu'est-ce que pourrait être le retour en innovation. Et c'est là où La Forge, on intervient de ce côté-là, c'est qu'on veut montrer et mesurer qu'est-ce que ça pourrait être l'impact, comment on l'introduit de la meilleure manière dans nos workflows, etc. Ah oui, non, c'est super intéressant parce que c'est vrai que, tu sais, techniquement, il y a beaucoup de conceptualiser justement les use cases, de voir est-ce qu'il y a réellement un impact sur ça. Puis, je vais aller avec une autre question avant la pause musicale d'Oriane. On en a quand même parlé, mais en tant que scientifique de recherche et développement, tu es confronté à l'innovation qui est très rapide. Comment est-ce que vous restez à jour, puis vous vivez la nécessité d'adaptation, justement? Mais là, on en a parlé un peu là, avec La Forge, mais comment est-ce que concrètement on reste à jour? Ce qui est intéressant avec le R&D, c'est que c'est quelque chose qui est rendu de plus en plus accessible à plein de gens. Et donc ça fait qu'il y a des communautés qui se créent un peu partout dans le monde et c'est de plus en plus facile d'interagir et de rencontrer du monde partout pour travailler sur des sujets. Et donc c'est vraiment important de rester en contact avec ces communautés, que ce soit académiques, industrielles. Il y a beaucoup de collaborations cross-industry qui commencent à se mettre en place aussi. Puis c'est important d'être à l'écoute de ce que font les autres aussi, parce qu'on peut collaborer, on peut faire plein de choses. Il y a aussi beaucoup, dans le monde académique, plus de choses qui deviennent open source, plus de papiers qui sont rendus, d'articles scientifiques qui sont rendus accessibles. Il y a une plateforme, Archive, qui est une plateforme qui permet de diffuser des papiers. L'un des avantages de ça, c'est que c'est pas peer-reviewed, donc les gens n'ont pas à valider, mais au moins on peut voir rapidement ce que les gens sont en train de faire. Et à ce jour, j'ai regardé dans la dernière semaine, il y a 1000 papiers sur l'IA qui sont sortis. Donc ça montre à quel point, c'est une communauté énorme. Il y a beaucoup de gens qui contribuent en fait à l'IA dans le monde. Et il faut être à l'écoute, il faut, comme Roxane l'a dit, accepter l'échec parce qu'on est rendu à un point où on peut montrer qu'est-ce qui marche rapidement, mais on peut aussi penser à qu'est-ce que ça va être le potentiel dans quelques années. Les modèles continuent d'évoluer, les approches évoluent, et donc il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. Oui, super. Merci. Donc, on va aller en pause musicale, mais il y a plein de choses qui me viennent en tête là, à travers ces belles discussions-là. Mais on va y aller avec une pause musicale. Interférence par Moonlight Seekers. Donc, re-bienvenue à l'émission Tech et Transmission avec Roxane Zim et Doriane Oyewiki de Ubisoft. Mesdames, on parlait juste avant la pause de comment est-ce qu'on reste à jour. Doriane, tu parlais beaucoup de la collaboration, justement, qu'il y a beaucoup d'informations. Je sais que il y avait plein de questions qui me venaient en tête là, juste avant parce que c'est sûr que maintenant on a accès à beaucoup d'informations, mais à la limite, ça peut presque devenir anxiogène de savoir, il y a énormément d'informations. Comment on fait pour savoir que c'est la bonne information? Comment on reste à jour à travers ça? Donc, c'est plein de questions. Puis, je ne sais pas si rapidement, là, tu veux répondre un peu à ces questions-là, mais comment on fait pour filtrer la bonne information? Complètement. Il faut être vraiment critique parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. C'est pour ça que je dis que c'est important de
prendre part dans des communautés, dans les différents domaines, que ce soit par des conférences, que ce soit par des communautés scientifiques par localement. Par les femmes en tech, avec des voilà. Mais je pense que c'est très important le brainstorming avec d'autres gens et réfléchir à qu'est-ce qui est raisonnable ou pas, prendre différents points de vue, et c'est là qu'il y a une vraie valeur aussi de vraiment l'esprit critique là, qu'on doit développer chez les gens. Il ne faut pas faire de la recherche tout seul. Non. Il faut qu'il y ait du monde pour réfléchir avec nous, et c'est toujours important d'avoir du monde autour de soi pour rebondir des idées en fait. Qu'on parte dans une bonne direction. C'est important parce que on a l'impression justement qu'on a accès à tellement de technologies que même des fois ça crée un peu d'isolement, si je peux le dire comme ça, mais au contraire, il faut s'entourer de gens qui sont compétents aussi, puis pour avoir cet esprit critique-là. Puis ça vient aussi un peu avec la prochaine question à Roxane, tu sais, à l'intérieur de carrière, tu as gravi plusieurs échelons, puis tu as réussi à évoluer, mais comment tu le fais sans perdre ton ADN technologie, puis l'authenticité qui vient aussi avec ça? Alors ça, c'est une bonne question pour les jeunes qui nous suivent et qui se demandent toujours comment je peux jumper d'une technologie à l'autre. On va quand même se dire un peu les choses, c'est qu'il y a quand même une courbe d'apprentissage, il y a un coup d'entrée. Quand on a une nouvelle équipe, nouvelle techno, nouveau produit, ça prend du temps. Il y a un bon 6 mois où on dort pas beaucoup. Donc c'est assez intense. Et après, je pense qu'il faut toujours s'entourer. Peu importe l'entreprise où on va, il faut toujours s'entourer des experts, des sachants. On ne vient pas pour réinventer la roue, on est plutôt là en train de se dire qui sont les experts qui peuvent nous aiguiller, être à l'écoute et après se dire qu'est-ce qui se passe aussi sur le marché, parce qu'on n'est pas juste dans une entreprise en se disant ça c'est super, on peut faire ça, mais on faut faire des benchmarks assez souvent pour se dire le marché évolue, comment on peut pivoter collectivement. Après, moi, ma force, c'est que je fais toujours le pont entre la technologie et le business. Et c'est là où j'apporte le plus de valeur, en tout cas. Et je sais fortement m'adapter. Donc, à chaque fois que je prends un job, j'ai la feuille de poste, la fiche de mission, et après, il y a la réalité. C'est-à-dire t'es bonne de regarder déjà la fiche de poste. Parce que... Il y a la fiche de poste qui te dit, par exemple, dans ma précédente expérience, j'étais embauchée pour être chef de projet Big Data. Et 4 mois après, le directeur pour qui je travaille qui me dit il y a un sujet sur le RPA, tout ce qui est automatisation de process métier, il faudrait que tu ailles regarder un peu et voir les opportunités qu'on a en interne. Et tu vois, ça j'ai dû faire 2 rôles en parallèle. Il faut toujours être adaptable, il faut écouter un peu les opportunités qui se présentent à soi. Il faut bien mesurer aussi l'impact que ça a sur sa charge de travail et voir un peu comment on peut trouver des experts. Quand je dis des experts, pour être très clair, ça peut être à la fois des experts techniques avec des architectes, des tech leads, comme des experts business qui comprennent un peu les différents signaux qu'il y a sur le marché. Et après, ce qu'il y a, c'est que nous, chez Ubisoft, là, si je recentre sur Ubisoft, on a eu la chance d'avoir des espaces en fait pour tester les nouvelles technologies, notamment l'IA. Et la force d'Ubisoft, c'est de partir d'un prototypage où on fait par exemple un jam où on met différents profils ensemble, ils brainstorment sur une idée et après on regarde ce que ça donne. À la suite de ça, on a pris la décision au niveau direction de se dire il y a une idée qui utilise de l'AI, qui fait du sens et qui peut apporter de la valeur pour l'entreprise. Ok, go, on part du prototypage à l'industrialisation, c'est-à-dire qu'on met en place une équipe et on regarde ce que ça donne en faisant des checkpoints réguliers avec la direction pour voir est-ce qu'on est toujours bon ou est-ce que peut-être qu'on s'égare. Et je trouve qu'il faut avoir cette capacité d'adaptation en se disant je teste une techno, je viens pitcher aussi en interne parce qu'il faut embarquer, fédérer autour de cette idée et après toujours pivoter et se dire ok, là on est par exemple un des use cases qu'on a, nous ça va être comment on peut faciliter l'accès à la connaissance et utiliser l'IA pour ça qui est extrêmement forte et après se dire ok, est-ce que c'est toujours ça le sujet ou est-ce qu'il faut, on voit qu'il y a d'autres sujets qui font beaucoup plus de sens dans les différents métiers qu'on a chez Ubisoft. Oui, puis aussi, je pense que de la façon que tu l'expliques, il faut que la direction laisse la place aussi à l'erreur. Il y a des essais qui sont faits, mais ça ne veut pas dire que tous ces essais-là vont fonctionner. Donc, un peu dans les équipes multidisciplinaires, mais on va l'essayer, on fait le prototype, on se réajuste, mais il faut laisser aussi la place que c'est possible, que ça ne fonctionne pas ou que ça évolue entre-temps. Puis Doriane, c'est quoi, selon toi, les qualités essentielles pour s'adapter puis continuer à progresser dans un environnement qui bouge beaucoup, puis sans impact, exactement, là, qui est toujours en mouvement?
Je pense que c'est un peu les qualités qu'on pourrait s'attendre. Il faut être curieux, il faut vouloir chercher après des papiers, des idées, des choses. Il faut aussi, comme j'ai dit, genre savoir bénéficier des brainstorming et de rebondir sur les gens qui nous entourent et s'entourer des gens qui sont pertinents pour nous à ce niveau-là. Il faut être innovant et créatif, parce que là, par exemple, avec la tech qu'on mentionne ici de l'IA, il y a beaucoup de choses qui changent, un type de problèmes qu'on aborde sont différents. La manière dont on les aborde, donc les solutions qu'on propose, c'est la manière dont on les évalue, sont aussi nouvelles. Donc il y a de l'innovation dans tout ça. Et donc tout ça, il faut être assez créatif que pour trouver comment on va le faire. Puis j'ai mis... Genre aussi, le truc c'est que maintenant, l'IA, c'est plus un domaine tout seul, c'est un domaine qui est transverse, donc c'est important aussi d'arriver à trouver l'intersection avec d'autres disciplines. Et notre valeur, elle s'ajoute là où on est à l'intersection entre plusieurs domaines. Donc moi, en ce moment, par exemple, je travaille dans l'IA pour le software, mais genre, il y a l'IA pour plein de raisons différentes, et c'est important de se positionner de manière valuable dans ces points-là. Oui, non, puis c'est bien, puis tu parles beaucoup de créativité, de collaboration, puis, tu sais, pour pas genrer, mais c'est quand même des compétences qui sont typiquement aussi féminines. Je pense qu'il y a beaucoup la place, on parle de la technologie pour les jeunes femmes. Je pense que c'est justement des choses qu'on peut exploiter beaucoup, de ne pas penser qu'il y a juste l'aspect technique, mais on parle de collaboration, de créativité, puis c'est quand même important aussi de remettre cette place-là de l'avant. Mesdames, ça tire déjà à sa fin, ça va très vite. Je vais vous laisser quelque temps pour le mot de la fin, conclusion, si vous avez des conseils à donner aux jeunes femmes qui nous équipent, qui veulent évoluer dans ce domaine-là. Donc, je vais commencer avec toi, Alexandre. Moi, je dirais d'abord de se concentrer, quand on est junior, de se concentrer sur la mission et son manager, trouver le bon fit managérial avec l'équipe où on sent qu'on peut apprendre beaucoup de choses. Après, quand on devient beaucoup plus senior, pour moi, la clé, c'est le sponsor. Il faut trouver un sponsor où on sent que, au niveau directeur ou VP, il y a une vision, il y a quelque chose auquel ça résonne en nous. Donc, il faut beaucoup parler, beaucoup se renseigner. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Après, nous, chez Ubisoft, j'en profite aussi. Vas-y, c'est ton moment. J'en profite parce que on recrute actuellement et on recrute et on forme beaucoup les jeunes. Donc dans notre département, on a 5 stagiaires par saison. Donc, on a vraiment un point d'honneur à avoir des femmes stagiaires parce que ça commence. Ça commence dès le départ. Dès le démarrage. Si on a accès à une équipe technologique qui travaille sur des sujets, on va dire, tendance du marché, de venir en tant que stagiaire. Et après, nous, on recrute, on a beaucoup de postes en ligne. J'invite les gens à regarder sur Ubisoft Carrière. Et nous, dans notre département, en soi, on a aussi 5 postes ouverts. Donc, on donne beaucoup la chance à chaque personne d'apprendre à naviguer dans l'univers d'Ubisoft et à apprendre sur des technologies que l'on crée. Et ça, je précise, c'est pas que l'on intègre, c'est que l'on crée. Donc, c'est vraiment une effervescence constante et on recherche vraiment des profils qui sont très entrepreneuriaux, créatifs et dans la collaboration. On le voit bien avec Dorian, on travaille en collaboration avec plusieurs départements et il faut avoir vraiment cette envie d'avoir un collectif qui vient nous accompagner. Merci. Merci Dorian pour le mot de la fin. Pour rebondir là-dessus aussi, c'est que aussi on recrute des étudiants pour être stagiaires, mais à tous les niveaux aussi, et c'est intéressant qu'il y ait de la place à tous les niveaux pour ça. Puis pour mon mot de la fin, c'était plus de dire que le domaine de la tech, c'est très très large, donc il faut savoir qu'on peut accéder à tout ça, mais pour ça, il faut apprendre à apprendre et savoir évoluer au sein du domaine, et puis c'est quelque chose de vraiment important ici. Et personne ne sait tout et c'est normal qu'on continue d'évoluer avec la technologie qui évolue. Puis il faut prendre les opportunités, il faut prendre ce qui vient parce que il y a de quoi travailler partout et c'est vraiment intéressant de faire de la recherche dans plein de domaines différents et il faut aller voir ce qui se fait. Oui. Merci beaucoup, mesdames. C'était très intéressant, hyper constructif. Donc, je vous invite à aller écouter sur Apple Podcast à partir de demain. On va être en rediffusion. Puis, on va être également en rediffusion samedi à 9h sur les ondes de CIBL. Et j'en profite pour ceux qui nous écoutent en direct. Demain, c'est la journée de la femme numérique. Donc, un événement qui a été créé par Elsa, mais qu'on va porter
en grand succès là, au Collège Montmorency. Donc, venez nous voir en grand nombre et au plaisir, mesdames. Bonne soirée. Merci. Merci.